Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 5e étape de ce Tour de Catalogne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui. Juste après l'arrivée des shorts sur YouTube, TikTok également, les vidéos. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et sur YouTube, l'algorithme aime bien quand vous cliquez dès que vous avez la notification, ça met en avant un peu plus, encore plus les vidéos. Tour de Catalogne, étape 5. Alors déjà hier, il y avait eu l'étape 4, victoire de Marijn van den Berg, avec un Bryan Coquard qui était parti de très très loin, un Axel Laurens qui avait fini 5e et qui n'était pas prévu au départ pour le sprint, ce qui je pense était peut-être une erreur du côté d'Alpecin quand on connaît le talent du garçon, et un Bryan Coquard qui avait lancé beaucoup trop tôt, au moins 100 mètres trop tôt, ce qui montrait bien que c'était un coureur qui n'était pas en confiance. Voilà le petit débrief rapide de l'étape numéro 4 que je n'ai pas pu débriefer hier. Journée très rapide dans ce Tour de Catalogne, on était à plus de 46 de moyenne, ce qui n'est pas anodin, 46,5 même de moyenne avec 2200 mètres de dénivelé positif, ça veut dire qu'on n'a pas fumé la pipe, vraiment sur cette étape. Moi je m'attendais vraiment à avoir une journée plus calme parce qu'on avait eu l'étape 2, l'étape 3 qui était compliquée, sauf qu'hier il semblerait que ça n'avait pas roulé extrêmement fort, enfin que ça n'a pas roulé si fort que ça, et que donc aujourd'hui les mecs étaient très motivés, et surtout on a eu vraiment l'impression que le peloton ne voulait pas laisser partir les échappés, on leur a jamais laissé énormément d'avance. Et il y avait vraiment l'option victoire qui était vraiment prévue pour les coureurs, donc ça a roulé extrêmement vite, ça a même été très très costaud aujourd'hui, donc ça a été très difficile pour les coureurs. On sent vraiment que ça a pas chômé, ça a roulé hyper fort sur cette étape. Dans le final, c'était pas si évident que ça, parce que comme on a roulé fort pendant toute la journée, il y a même des sprinters qui étaient lâchés, notamment Bryan Coquard était dans un deuxième groupe à un moment, et bien on manquait un petit peu de personnel, et ce qui fait que dans les 5-6 derniers kilomètres, même avant, à partir du sprint intermédiaire, du dernier sprint intermédiaire, on a eu pas mal d'attaques, et notamment dans le final, avec des coureurs des Conti espagnols, qui ont tenté leur chance, mais ça n'a pas véritablement fonctionné, enfin surtout tout est rentré dans l'ordre dans le final, grâce à la Cofidis et Guillaume Martin, grâce à Alpecin également, et ensuite ça nous a donné la première victoire en World Tour d'Axel Laurens. Autant vous dire que ce soir, j'ai une pensée pour Jérôme Pineau, comme souvent quand je parle d'Axel Laurens ou d'anciens coureurs de la BNB Hotel. Parce que je me dis, je me dis qu'Axel Laurens c'est quand même le seul jeune qu'il a découvert et qu'il a réussi à amener avec un certain niveau. Tous les autres coureurs qu'il a repérés, Jérôme Pineau, n'ont pas fait une grande carrière. C'est quand même l'équipe où il y avait, je crois, le plus de jeunes coureurs qui ont pris des retraites genre à 24-25 ans. Et Axel Laurens, c'est le seul cas de coureur qu'il a trouvé, Jérôme Pineau, et qu'il a amené quand même à un bon niveau. Mais c'est vrai que chez Alpecin, il a encore progressé. On rappelle aussi, champion du monde espoir, Axel Laurens, c'était du côté de la Grande-Bretagne, du côté de l'Écosse même. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Parmi les coureurs au top, Axel Laurens, bien entendu, un vainqueur aujourd'hui. Très clairement, pour moi, c'était une erreur hier de mettre plutôt le coureur allemand comme sprinter, de mettre Axel Laurens poisson pilote. Parce que pour moi, Axel Laurens a un grand talent. Alors, il le dit, il n'est pas forcément à l'aise sur les sprints sur le plat. On voit qu'aujourd'hui, il s'en sort bien. Et même hier, c'est-à-dire pour un mec qui ne devait pas faire le sprint, qui s'aperçoit à 500 mètres de l'arrivée qu'il n'est pas du bon côté de la route par rapport à son sprinter, et qui doit faire le job à ce moment-là, se dire bon, je me lance dans un sprint, on va voir ce que ça va donner. Donc, la concentration au niveau du sprint n'était pas idéale. Il l'a bien dit en interview ce matin. Eh bien, je trouve que c'est une très très bonne chose. Aujourd'hui, cette victoire en World Tour. L'équipe a fait un super boulot, il faut le dire aussi.
Il y a Cofidis qui a fait beaucoup de travail et l'équipe Alpecin de Konak. Et du côté d'Axel Laurence, bah, on lance parfaitement, c'est-à-dire qu'il aurait pu anticiper parce qu'il sentait bien qu'il avait Vandenberg dans la roue, Coquard qui était pas très loin, donc il aurait pu anticiper, mais non, il est resté dans son schéma et il s'est pas affolé, ce qui est vraiment fort de sa part, parce que je rappelle c'est un coureur qui est encore jeune, Axel Laurence, donc il aurait pu s'affoler un petit peu, se dire oh là putain il y a Vandenberg dans la roue, il a gagné hier, bon bah faut peut-être que je change mon schéma. Il n'a absolument pas changé son schéma et ensuite il sprint et sur les 35-40 derniers mètres, il est très solide, avec un côté un peu, ça bouge dans tous les épaules, un peu pantin qui n'a pas vraiment de tenue, un peu à la Jonathan Milad, avec les épaules qui partent un peu dans tous les sens. Mais il a fait un super sprint. Il s'impose. Très bonne journée pour Alpecin en passant, avec la victoire également de Van Der Poel sur le Grand Prix E3. Donc ils vont remonter dans le classement UCI parce que pour l'instant ils étaient un petit peu bas. Le début de saison n'avait pas été bon. Mais ouais, bah, tu t'aperçois que c'est leur domaine de prédilection, ce sont ces courses-là. Et Axel Laurence, bah, c'est un super talent et je pense qu'il est dans une équipe qui peut vraiment l'amener très loin. Parce que Alpecin, c'est vraiment une équipe qui forme très bien les sprinters. On le voit avec Caden Groves, on le voit avec Philipsen qui est devenu le meilleur sprinter du monde. Et Axel Laurence, bah, il fait du bon boulot. Et on l'avait vu également sur Milan, il avait pas mal bossé. Donc c'est un coureur qui prend vraiment de l'importance chez Alpecin. Et là, on voit qu'un très bon Axel Laurence, ça serait peut-être même une idée de se dire, je ne sais pas si c'est prévu, mais un Axel Laurence sur une Vuelta en fin de saison, qui est peut-être pas la course où il y aura le plus d'opportunités pour les sprints, mais avec son profil, ça peut peut-être être intéressant. Et puis un Axel Laurence peut se poser des questions sur ah bah tiens, pour des Jeux Olympiques, on sait très bien, comme j'avais dit, pour moi il y a Christophe Laporte qui est leader, mais un Axel Laurence, un coureur qui sait tenir, on l'avait vu à la Bretagne Classique, c'est un mec qui tient 250 km aujourd'hui, donc sur un parcours comme celui-là qui va être dur, ça peut être une belle carte. Moi j'avais dit Madoise, bon, pour l'instant le Madoise c'est un petit peu compliqué, mais sur des courses comme ça de classique, ça peut être une belle opportunité pour Axel Laurence. Si on a en plus un Julien Alaphilippe qui retrouve un bon niveau, on peut avoir, on va dire, une équipe de 4 à peu près formée, même si on est encore loin des Jeux Olympiques et qu'il peut se passer beaucoup de choses. Mais Axel Laurence pour les Jeux Olympiques, du côté de l'équipe de France, je pense que ça peut être un coureur intéressant. Vandenberg, du côté de F, Marine Vandenberg, très bon. Lui, je trouve qu'il a passé un cap cet hiver. Vandenberg. Donc hier vainqueur, aujourd'hui deuxième, Marine Vandenberg. Mais c'est un coureur qui, je trouve, a vraiment progressé. Déjà l'année dernière, c'était pas mal hein, chez UF. Mais là, il est vraiment bien. Troisième à Palma, quatrième à 16 Salines, septième de la Figueira Champions Classic. C'est surprenant même, c'est Milan-San Remo parce qu'il a le profil pour être bon dans Milan-San Remo sur un profil comme ça, sprinter qui passe bien les bosses, mais pour l'instant c'est peut-être la longueur qui manque, voilà, c'est peut-être un peu l'endurance du côté de Marine Vandenberg, mais c'est quand même un coureur qui est très performant. L'année dernière on l'avait vu troisième sur 2 étapes de la Vuelta, vainqueur d'une étape sur le Tour de Pologne, vainqueur d'une étape sur la route d'Occitanie également. Et puis à Cés Salines, il s'était imposé. Mais voilà, c'est un mec qui progresse, qui prend également de la caisse. C'est intéressant parce qu'il est en fin de contrat. Ça pourrait donner des envies à certaines équipes. Coureur qui avait été formé. C'est un coureur qui était passé par la Conti Groupama, qui a été formé par Metec. Aux Pays-Bas, une équipe importante continentale néerlandaise, et ensuite il avait rejoint la continentale en 2021, mais il n'était pas resté parce que je pense qu'on n'avait pas grand chose à lui proposer. Il avait remporté 3 étapes hein, sur le Tour de l'Avenir, donc c'est un coureur qui était très prometteur, même s'il s'était raté au championnat du monde déjà à l'époque. C'est un coureur qui est vraiment très intéressant. Moi je pense que ce qui lui manque encore une fois c'est cette endurance, parce qu'on voit que c'est sur les grandes classiques, c'est ce qui lui manque aujourd'hui.
sur les grandes épreuves. Mais c'est un coureur qui vraiment fait des bonnes choses. Et puis surtout, je pense que EF lui met pas trop la pression. C'est un coureur quand même, quand il est arrivé de la Conti Groupama, il n'avait pas... Enfin, il est arrivé avec un statut vraiment de coureur jeune très prometteur. Et je trouve que EF lui a laissé le temps de s'installer, lui a laissé le temps après sa première année de progresser. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, il paye, il récolte un petit peu cette formation qu'ils ont eue avec Vandenberg. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a des équipes parfois qui, sur les jeunes coureurs, mettent un peu trop la pression. Ce qui fait que les jeunes explosent un petit peu en plein vol. Il y a des jeunes prometteurs parfois qui explosent complètement. Et je trouve que EF a décidé de ne pas mettre trop la pression. Pourtant, ils auraient pu lui mettre la pression parce qu'en 2022, EF, ils étaient en manque de points au niveau UCI. Mais ils sont restés assez calmes. Et c'est ce qui donne aussi peut-être qu'un Vandenberg aujourd'hui, il n'a pas trop de pression, il est épanoui et il peut progresser du côté du coureur néerlandais. Je ne sais pas, on le verra à Paris-Roubaix normalement. Peut-être pas la classique flandrienne qui lui correspond le mieux. En termes de profil. Et puis après, peut-être qu'on le verra sur un grand tour, hein, Vandenberg. Lui aussi, ça pourrait être intéressant sur la Vuelta de nouveau. Puis du côté des Pays-Bas, à voir qui on emmènera autour de Van Der Poel, hein, du côté de cette équipe néerlandaise pour les prochains Jeux Olympiques. Et puis je termine avec Coquard. C'est mieux qu'hier, du côté de Brian Coquard. Moi, je pense très clairement qu'aujourd'hui, il est battu par meilleur. Enfin, en ce moment, meilleur que lui. Je pense qu'aussi, il lance un peu tard. Je pense que Coquard aurait pu lancer un peu plus tôt. Ce qui fait qu'il a deux doigts de se faire enfermer un petit peu par Vandenberg. Le problème de Coquard, c'est l'erreur qu'il fait hier. En fait, qui lui enlève énormément de confiance. Il n'en avait déjà pas beaucoup, Coquard. Il anticipe beaucoup trop son sprint. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est dit, il ne faut surtout pas que je me plante. L'idée n'était pas forcément de gagner pour Coquard, mais je pense qu'aujourd'hui, il devait se dire, il ne faut surtout pas que je me plante. Il a réussi à ne pas se planter. Mais ça fait ce résultat... il a réussi à ne pas se planter. Il fait 3e, hier, il fait 4. Hein. Mais c'est vrai qu'on reste un peu déçu quand même de Brian Coquard sur ce Tour de Catalogne, après un Paris-Nice qui déjà n'avait pas été forcément fantastique. C'est vrai que l'année dernière, il faisait 2 fois 2e derrière Caden Groves. Et puis, là, il y avait quand même l'opportunité d'aller chercher des victoires en World Tour sur ces 2 courses. Mais aujourd'hui, je le mets en top parce que hier, il s'est pris quand même une belle baffe dans la gueule. Il aurait pu avoir du mal à repartir. Brian Coquard, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à repartir. Mais c'est vrai que pour le moment, les résultats ne sont peut-être pas en adéquation avec ce qu'il veut. Et du côté de Cofidis, c'est vrai que le début de saison n'a pas été fantastique en termes de points UCI. Et on a vu Cédric Vasseur mettre un peu la pression sur ses coureurs dans la presse. Ce qui est devenu un petit peu une passion pour certains managers. Parce qu'aujourd'hui, Cofidis, ils sont à 1555 points. Ce qui n'est pas fantastique. Alors c'est Brian Coquard qui a marqué le plus de points. Fretin, Zinglé, Mario, Renard, Pitalgart. Mais déjà, quand on atteint... il n'y a que 5 coureurs qui ont marqué plus de 100 points jusqu'à maintenant. Et puis, il y a quelques coureurs qui passent quand même un petit peu à côté. Je pense Guillaume Martin, je pense Yannis Aguirre, je pense Benjamin Thomas. On attend mieux de ces coureurs-là. Même Anthony Perez, par rapport à l'année dernière, a marqué moins de points. Oldani, c'est un petit peu décevant pour le moment aussi. Donc, c'est des coureurs qu'on attend à un meilleur niveau du côté de la Cofidis. Voilà, aujourd'hui, on se contentera de cette 3e place pour Coquard, mais je pense que quand il aura fini cette course, il sera un peu déçu du côté de Brian Coquard, qu'on retrouvera peut-être sur la route à Delhi de Vitré. Et puis ensuite, le Région Pays de la Loire Tour. Il ne fera aucune classique flandrienne, Brian Coquard. Ce qui n'est pas plus mal, parce que je trouve qu'on a voulu le mettre sur des classiques flandriennes. Alors, vu son gabarit, 59 kg, c'est trop léger sur les pavés. Donc on le mettait à chaque fois sur les classiques flandriennes, ce qui pour moi était un problème. J'espère que sur Adélie, l'année dernière, ça s'était pas hyper bien passé pour lui. À Adélie,
sur la route à Delille-Vitré. J'espère qu'il y aura un petit résultat. Et puis sur le région Pays de la Loire-Tours, au mois d'avril, voilà, j'espère qu'il trouvera enfin ses marques et qu'il y aura les top résultats parce que pour le moment, c'est un petit peu décevant, voilà, du côté de Brian Cocard. Donc j'attends un petit peu mieux de la part du coureur français. La route à Delille de Vitré qu'on débriefera. Je rappelle au niveau des manches de Coupe de France, il y aura la route Tourangelle également qu'on va débriefer dimanche. Et puis normalement, mercredi, il y aura Paris-Camembert. Je crois le mercredi 27 mars. Voilà, il y aura Paris-Camembert. On essayera également de débriefer voilà, cette épreuve de Coupe de France. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne du jour sur ce Tour de Catalogne. Premier bonnet d'âne, Andreas Kron. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui je me disais, bah tiens, Andreas Kron, tu vois, profil puncher, bonne pointe de vitesse. Alors je me disais pas, il va aller battre Axel Laurence. Mais bon, face à Stephen Williams, il y avait peut-être opportunité de faire quelque chose. Stephen Williams fait 5 aujourd'hui, Andreas Kron, il fait 14 ou 15 dans l'étape. C'est un petit peu dommageable voilà, pour ce coureur, parce qu'on sait que c'est un profil qui est très intéressant. Et je me disais, bah tiens, voilà, Andreas Kron aujourd'hui, en plus, bon, c'est pas comme si cette région-là lui convient bien, puisque c'est là où il avait gagné une étape sur la Vuelta. Andreas Kron, mais je me disais ouais là il y a peut-être l'opportunité de faire quelque chose, mais ça a été compliqué. Après il faut noter que c'est sa course de reprise Andreas Kron. Je sais pas pourquoi il reprend aussi tard. Est-ce qu'il s'est blessé Andreas Kron? Je sais jamais comment retrouver les blessures. Voilà, Injury History dans ProCycling-Stats, bah non, j'ai pas de blessure marquée du côté d'Andreas Kron. Donc je ne sais pas pourquoi il a repris au CETA, c'était peut-être prévu pour le Danois. Mais forcément, quand tu reprends au mois de mars, bah, tu as des coureurs qui, eux, comme Brian Cocard, ont déjà une quinzaine, vingtaine de jours de course. Pareil pour Vandenberg. Quand toi, tu arrives avec 5 jours de course, c'est vrai que tu as un peu du mal à être au même niveau de performance. Il fera la Flèche Brabançonne le 10 avril et puis l'Amstel. Ensuite, il fera les 3 classiques ardennaises. Le coureur danois, je pense que l'Amstel, il peut faire quelque chose. Ça me semble plus compliqué sur la Flèche Wallonne et sur Liège, Bastogne-Liège pour lui. Quoique, sur Liège peut-être. Sur la Flèche Wallonne, je le vois plus en difficulté. Du côté de la Lotto Destiny. Et puis il y aura d'autres coureurs, la Lotto Destiny. Il y aura Van Velt également. Van Gils aussi. Donc c'est sûr qu'il faudra qu'il partage ce leadership, je pense, avec ces coureurs-là. Mais voilà, c'est dommage pour Andreas Kron, parce que là, il y avait une belle opportunité. 14e, c'est un petit peu décevant aujourd'hui pour ce coureur danois, qui est très talentueux en plus. Deuxième flop, Tobias Alandu-Hanesson. Alors Tobias Alandu-Hanesson, on se souvient, classique Var, il se fait battre par Lenny Martinez. Derrière, il se pète la clavicule sur le Tour de la Provence. Et il revient aujourd'hui sur cette épreuve. C'est très compliqué son retour. Aujourd'hui, il perd 10 minutes. Il n'est pas du tout dans le coup pour le général, parce qu'il a fini... son meilleur résultat sur ses 5 jours de course, c'est 90e. C'était à Port-Aîné. Autant vous dire que c'est vraiment pas la fête. Ouais, c'est frustrant parce qu'il était sur une belle lancée quand même. Sur la classique Var, il avait fait 4 au Trofeo Polancha. Il fait donc 2 de la classique Var, 4 sur la première étape du Tour des Alpes, et puis ensuite il abandonne clavicule, chute, je crois qu'il percute un terre-plein où il tombe au milieu de la route, le coureur de la Uno X. C'est dommage, là la reprise est difficile en ce mois de mars du côté de Tobias Alandu-Hanesson. Et c'est vrai que je me disais aujourd'hui, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Donc c'est un coureur qui est capable sur des courses comme ça de faire des bons résultats. Sauf que il manque un peu de caisse pour le moment. Il est un peu en deçà du niveau qu'il avait au mois de février. Je pense que le fait d'être... sa clavicule, ça lui a modifié un petit peu son programme. Peut-être qu'il avait plutôt prévu d'aller sur une autre épreuve, même que sur ce Paris-Nice, que sur ce Tour de Catalogne. Et ce qui fait que ça change un petit peu son programme de course.
Et surtout, on est à un mois de la Flèche Wallonne, un peu moins d'un mois de la Flèche Wallonne de la semaine des Ardennaises. Ce serait bien de rattraper un petit peu son retard, parce que c'est un coureur qui peut être très intéressant sur ces courses-là. Et du côté du NEX, c'est pas comme si on avait besoin de points sur cette formation, et on peut pas dire que les Knessoun fassent également des grands résultats. Donc c'est vrai que je m'attendais un petit peu mieux. Voilà, de Tobias Alandu-Hanesson, je me disais, peut-être au bout de 2-3 jours de course, le rythme sera là. Eh ben non, le rythme n'était pas là pour le coureur norvégien. Et puis je termine avec une équipe, Lidl Trek. Je me dis qu'ils ont peut-être pas misé sur la bonne carte aujourd'hui. Moi j'aurais plutôt misé sur Jacopo Mosca que sur Patrick Conrad pour faire le sprint. Alors je sais pas s'ils se sont pas trouvés dans le final, mais on les a beaucoup vus les Lidl Trek. Juan Pedro Lopez par exemple a énormément attaqué aujourd'hui, comme William Le Cerf. Ça fait partie des deux coureurs qui se sont bien bagarrés. Et c'est vrai que je me disais, tiens, pour lui, ça peut être une belle opportunité, il peut faire peut-être quelque chose de bien. Eh ben non, ça s'est pas goupillé peut-être correctement, mais ça je me disais, tiens, Jacopo Mosca, c'est un coureur qui à une époque lançait les sprints pour Moschetti, donc là il n'y avait pas une grosse opposition de sprinters, donc je me disais Jacopo Mosca, allez, pourquoi pas aller chercher un podium. Ils ont misé sur Patrick Conrad, alors le résultat n'est pas catastrophique, Conrad fait 6, mais c'est vrai que je me dis, bon, entre Patrick Conrad et Jacopo Mosca, j'aurais plutôt misé sur l'italien aujourd'hui, donc un peu du mal à comprendre la stratégie de la Lidl Trek. Bon, nous on se retrouve demain, 7h30, pour faire la présentation de l'étape numéro 6, une étape encore de costaud. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, il y a la vidéo également du Grand Prix O3. Je ne sais pas si elle est déjà en ligne ou si elle arrivera bientôt en ligne au moment où vous regardez cette vidéo. Donc voilà, faites attention à cette vidéo sur cette classique belge. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.